Des pays africains ont bénéficié de l'annulation de 20 milliards de dollars de dettes de la part de la Russie. L'État slave, en respect de son nouveau concept de politique étrangère, publié en mars 2023, veut devenir le principal partenaire stratégique de l'Afrique dans la création d'une société multipolaire. Ensemble, Afrique et Russie ont l'ambition d'établir des relations dénuées de clivage entre pays pauvres et développés notamment. Au sommet Russie-Afrique des 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, ces principes devraient concrètement prendre forme. Je tiens à souligner que nous avons annulé plus de 20 milliards de dollars de dettes. Nous avons annulé bien plus que n'importe quel autre pays du G8. Nous prévoyons de prendre des mesures supplémentaires pour alléger le fardeau de la dette. Pour la Russie, annuler la dette africaine est un pas dans la lutte contre la pauvreté. L'Afrique possède plus de 40% des minerais du monde, mais ne contribue qu'à 3% du PIB mondial. Le président Vladimir Poutine, à l'occasion de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique au premier trimestre 2023, a déclaré qu'il est temps pour le continent, dont le PIB nominal a connu une croissance de 50%, de devenir émergent sur le plan économique. L'Afrique doit coopérer en étant un bloc soudé avec tous les pays du monde. C'est en cela la vision africaine sur la zone de libre-échange continentale, sur tous ces projets régionaux futuristes peuvent être examinés si l'Afrique a la possibilité de discuter avec le reste du monde en étant un bloc compact. Et une population africaine qui est près de 72-75% jeune, moins de 50 ans. Je pense que c'est important de travailler sur de nouvelles pistes, donc la technologie, l'entrepreneuriat, ce sont les domaines sur lesquels nous devons échanger avec la Russie pour réorienter cette coopération. L'essentiel de la dette des États africains annulée par la Russie remonte à la coopération militaire et au développement infrastructurel au cours de la période post-coloniale. Comme l'Union africaine, la Russie croit en la réforme de l'architecture financière mondiale axée sur la répartition des ressources monétaires internationales en faveur de nouveaux centres de croissance économique. Si on peut se réjouir d'une telle décision, d'alléger un fardeau qui pèse sur nos épaules, il y a quand même des répercussions négatives à ça qui ne sont pas forcément les meilleures pour nos États. Mais avant d'arriver à ce qu'il y a de négatif dans le fait d'annuler la dette d'un pays et ce qu'il y a de positif aussi, on va expliquer ce qu'est la dette d'un pays et comment est-ce que les États remboursent leurs dettes. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. La dette d'un pays, qu'on peut aussi appeler dette publique, c'est en gros l'argent que ce pays doit à des gens, qu'ils soient du même pays ou d'un autre. C'est comme un gros montant d'argent que le pays a emprunté pour faire toutes sortes de choses, comme construire des routes, payer les fonctionnaires et mettre en place des services comme des écoles ou des hôpitaux. Imaginez que le gouvernement ait emprunté de l'argent à des banques comme la Banque africaine de développement, à d'autres pays comme la Russie ou à des organisations internationales comme le FMI. Et donc, tout cet argent qu'il doit, c'est ce qu'on appelle la dette du pays. Ce n'est donc pas si différent de vous qui devez de l'argent à votre ami. Pour les États, il y a deux sortes principales de dettes. Tout d'abord, la dette interne. Imagine que tu as un ami qui a besoin d'argent pour acheter une nouvelle voiture et te demande de lui prêter cet argent. Si tu acceptes et que tu lui prêtes l'argent, il te doit cette somme. Maintenant, applique cette idée à un gouvernement et à ses citoyens. Disons que le gouvernement a besoin d'argent pour construire de nouvelles écoles. Au lieu d'emprunter cet argent à d'autres pays ou à des organisations internationales, il peut demander à ses propres citoyens de lui prêter cet argent. Les citoyens qui prêtent l'argent au gouvernement obtiennent quelque chose en retour, comme un morceau de papier officiel appelé obligation ou bon du trésor. Ce papier dit que le gouvernement va rembourser cet argent après un certain temps et en attendant, il paiera des intérêts. La dette interne, c'est donc la dette que le gouvernement doit aux gens à l'intérieur du pays. L'idée ici, c'est que le gouvernement peut emprunter de l'argent à ses propres citoyens pour financer des choses importantes et plus tard, quand l'économie du pays se porte mieux, le gouvernement remboursera cette dette avec les intérêts convenus. Ensuite, on a la dette externe. Imagine que tu es un cousin qui vit dans un autre pays et que tu lui empruntes de l'argent pour financer un projet important. Ton cousin te prête l'argent dont tu as besoin, tu as donc une dette envers lui.
Dans le contexte de nos pays, c'est un peu pareil. Si le gouvernement d'un pays a besoin d'argent pour investir dans des projets économiques, il peut décider d'emprunter cet argent à d'autres pays, à des institutions internationales ou à des investisseurs privés étrangers. Le gouvernement est alors en dette envers ses créanciers étrangers. C'est ça la dette externe. C'est la dette que le gouvernement doit à des gens, des entreprises ou des gouvernements en dehors de son propre pays. Malgré l'idée qu'on peut s'en faire sur le continent, parce qu'on sait où finit généralement l'argent issu de la dette, ce n'est pas toujours mauvais d'emprunter. Parfois, le gouvernement emprunte pour financer des projets qui peuvent aider le pays à grandir économiquement. Par exemple, il peut construire des aéroports, des chemins de fer ou d'autres choses qui stimulent l'économie et créent des emplois. Donc, tant que la dette est gérée de manière intelligente et qu'elle contribue au développement du pays, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Néanmoins, le mécanisme de la dette en lui-même peut se révéler très désavantageux pour des États comme les nôtres. Dans le monde des pays et des gouvernements, la dette peut être utilisée comme un moyen de pression ou de négociation. Voici comment ça fonctionne. Si un pays prête beaucoup d'argent à un autre pays, cela crée une sorte de dette entre eux. Le pays qui emprunte pourrait devenir dépendant des prêts du premier pays pour financer son développement, ses projets ou ses opérations. Si le pays prêteur voit que le pays emprunteur a du mal à rembourser sa dette, il peut utiliser cela comme un moyen de pression. Par exemple, il pourrait demander au pays emprunteur de prendre des décisions politiques ou économiques favorables en échange de certaines conditions d'allègement de la dette. Les pays prêteurs ou les institutions financières internationales peuvent menacer de ne pas accorder de nouveaux prêts ou d'aides financières si le pays emprunteur ne fait pas certaines choses ou ne suit pas certaines politiques. Si un pays est fortement endetté envers un autre pays, celui-ci peut essayer d'influencer les politiques économiques du pays emprunteur. Il peut suggérer des réformes économiques spécifiques ou d'autres mesures qui servent ses intérêts. Bien, comment est-ce qu'un pays rembourse sa dette ? Lorsqu'un pays emprunte de l'argent en émettant des obligations ou en contractant des prêts, il s'engage à rembourser cet argent plus tard, avec un petit supplément appelé intérêt. Pour rembourser cette dette, le gouvernement peut faire différentes choses. À intervalles réguliers, le gouvernement peut payer des intérêts aux personnes ou aux institutions à qui il doit de l'argent. C'est un peu comme un loyer que le gouvernement verse pour emprunter cet argent. En plus de payer les intérêts, le gouvernement devra également rembourser la somme d'argent initiale qu'il a empruntée. Ce remboursement peut se faire en une seule fois à la fin de la période de prêt ou en plusieurs étapes sur une période donnée. Parfois, un pays peut emprunter de l'argent frais pour rembourser la dette existante. C'est un peu comme emprunter à Cuimo pour rembourser Ecomelon. Cependant, cette approche nécessite une gestion soignée pour éviter de s'enfoncer davantage dans la dette. Le gouvernement peut utiliser l'argent qu'il collecte grâce aux impôts, aux redevances et à d'autres sources de revenus pour rembourser la dette. Le gouvernement peut vendre des biens ou des propriétés pour obtenir de l'argent et l'utiliser pour rembourser la dette. Il s'agit de vendre des terrains ou des bâtiments ou alors de privatiser des entreprises publiques. Au Cameroun, par exemple, en l'an 2000, le gouvernement a entrepris un programme de privatisation de certaines entreprises publiques dans le cadre de sa politique de réforme économique. En 2001, il a décidé de privatiser une grande partie de Camerco, la compagnie aérienne nationale, en vendant une part importante de ses actions à des investisseurs privés. L'idée donc derrière toutes ces méthodes de remboursement de la dette est de respecter les engagements de remboursement tout en gérant les finances publiques de manière responsable. Cela permet de maintenir la confiance des créanciers et de s'assurer que le pays peut continuer à emprunter si nécessaire. Maintenant, que se passe-t-il quand on annule la dette d'un pays? Si Moscou ou tout autre créancier décide d'annuler la dette africaine, cela a plusieurs conséquences et implications. Évidemment, les avantages et les inconvénients varient en fonction du contexte économique, politique et social spécifique de chaque pays et de chaque situation d'annulation de dette. Commençons avec les avantages. L'annulation de la dette libère des ressources financières précieuses que le pays peut réallouer vers des projets de développement. Les pays lourdement endettés peuvent être pris au piège dans un cercle vicieux de remboursement de dettes, limitant leur capacité à investir et à croître. L'annulation de la dette soulage cette pression financière et donne au pays plus de marge de manœuvre budgétaire.
L'annulation de la dette peut améliorer les indicateurs économiques tels que le ratio dette-produit intérieur brut, ce qui peut renforcer la confiance des investisseurs et des marchés financiers. Les ressources libérées grâce à l'annulation de la dette peuvent être utilisées pour financer des programmes sociaux visant à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Il y a également la stabilité politique, l'encouragement de l'investissement étranger, le renforcement de la croissance économique et la réduction des dépenses liées à la dette. D'un autre côté, une dette constitue une perte de revenus pour les créanciers. Les créanciers qui acceptent d'annuler une dette subissent une perte financière directe, ce qui peut décourager d'autres prêts futurs ou créer des tensions dans les relations diplomatiques. L'annulation de la dette peut encourager certains pays à s'endetter de manière irresponsable à l'avenir, sachant qu'il existe une possibilité d'obtenir une annulation de cette dette. Les pays qui bénéficient de l'annulation de la dette peuvent être perçus comme ayant une crédibilité financière réduite, ce qui peut rendre plus difficile d'obtenir des prêts et des investissements à l'avenir. Sans une gestion appropriée, les ressources libérées par l'annulation de la dette pourraient être mal utilisées ou perdues en raison de la corruption ou d'une mauvaise gestion. Et c'est justement de ce genre de fléau qu'on souffre dans nos pays. L'annulation de la dette peut décourager les réformes économiques nécessaires car les pays pourraient compter sur cette mesure pour éviter de prendre des mesures difficiles. Et il y a d'autres inconvénients tels que la perturbation des marchés financiers, la complexité des négociations pour obtenir justement cette annulation de dette, la dépendance à l'égard de l'aide extérieure, etc., etc. À chacun de nous donc, en fonction de la situation dans son pays, de se rendre compte de lui-même des conséquences de cette décision de Moscou et de réaliser si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour son pays.